on reçoit aujourd'hui Maki Xenakis, qui est une artiste et qui est aussi une écrivain et qui a écrit un livre sur son père, qui est Yanis Xenakis, un musicien, compositeur, mathématicien, travaillant entre musique, mathématiques et architecture. Bon, dans la quatrième de couverture de votre livre, vous dites « À travers mon père, c'est aussi mon propre univers que je questionne aujourd'hui ». Donc on va parler de Maki Xenakis qui reparle de son père et aussi de votre œuvre. Enfin, je crois que c'est une énigme pour moi de commencer cette émission parce que je me dis que Yanis Xenakis est totalement agalma compatible. Il est vraiment un chercheur entre art et science. Et d'un autre côté, nous recevons une artiste qui a une œuvre différente. Bon, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est une énigme pour moi aussi d'être là, vous savez. Oui. Oui, je crois que c'est... Peut-être qu'on peut commencer par ce livre qui m'a beaucoup impressionné par rapport à la façon dont vous décrivez le trajet de Yanis Xenakis, finalement du traumatisme et d'une série de traumatismes, une série d'émotions bouleversantes, depuis la mort, depuis le danger extrême, depuis la position de résistance, jusqu'à la musique et aux mathématiques. Je trouve qu'il y a une racine très fortement exprimée par vous à propos du trajet de votre père, d'une nécessité des mathématiques, d'une nécessité de la musique. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? C'est-à-dire que lui, comme il faisait partie de cette génération d'artistes qui avaient construit leur œuvre juste après la guerre, et qui avaient vécu une guerre traumatisante, il faisait partie de cette génération d'artistes qui n'aimaient pas parler de leur pathos ni de leur émotion. Et donc lui, comme en plus il aimait énormément les mathématiques, il expliquait sa musique par des équations mathématiques auxquelles les gens comprenaient en général pas grand-chose. Et en même temps, sa musique soulevait l'audience et le public d'une manière beaucoup plus dans l'émotion que ce qu'il voulait bien dire. Et moi qui étais dans les coulisses, puisque je vivais avec lui, je voyais un homme qui était toujours préoccupé par des émotions très fortes, liées à la mort, liées à la disparition, liées au temps qui passe. Et je trouvais toujours qu'il y avait une inadéquation entre ce qu'il disait, ce qu'il expliquait de sa musique, enfin, je la comprenais, mais j'avais envie de dire, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Et maintenant qu'il n'est plus là pour me dire ne dis pas ça, Ouais. j'ai éprouvé le besoin, puisque dans mon cheminement personnel d'artiste et ma rencontre avec Louise Bourgeois, qui a été très importante, et qui, elle, parlait beaucoup de ses traumatismes et qui n'avait pas de problème à mélanger l'art et ses émotions, qui n'avait pas de problème pour en parler. J'ai eu envie, puisque le processus de création est quelque chose qui m'a toujours passionnée, intéressée, j'ai eu envie dans ce livre de montrer autrement comme la manière dont il s'était construit, comment les choses venaient. Et puis grâce aux archives que j'avais sous les mains, j'ai pu reconstituer même... Par exemple, une de ses œuvres emblématiques, la première qui a été vraiment aboutie, xénakienne, et qui l'a rendue célèbre en 1953, j'ai reconstitué avec tous ses carnets, ses notes et ses partitions, comme il datait chaque jour la date et le jour, j'ai pu mettre ensemble dans la même journée ce qu'il avait écrit, où j'ai découvert qu'il faisait à la fois des mathématiques, qu'il pensait à sa musique en la dessinant graphiquement, et en même temps, par exemple pour Métastasis, qu'il écrivait durant 3 jours un poème en grec, parce que quand il parlait en grec, c'était pour retourner encore plus à ses sources, sinon il écrivait en français,
où là, il écrit un poème en hommage à un camarade de résistance mort sous ses yeux, tué par les nazis pendant la guerre. Donc tout ça, c'est un mélange entre les mathématiques, l'émotion, la construction et cette volonté de sa part de se sortir de toutes ces angoisses par la création musicale en se servant des outils de mathématiques qu'il adorait, qu'il savait très bien manipuler et qui, je pense, l'apaisaient aussi. Mais le passage des mathématiques à la partition musicale, à la musique, c'est un passage très imbriqué. Si on voit les documents que vous présentez dans le livre, au fond, il n'y a pas vraiment une frontière. Enfin, des fois, on dit art et science. Hein. Oui. Là, on s'aperçoit que c'est le même processus et deux champs différents, mais un même processus pour lui. Je pense que quand il était plus jeune en Grèce, il avait fait ses études de Polytechnique, où il avait passé son diplôme. Donc là, il était plongé dans les mathématiques, en plus de la guerre et de la résistance, qui voulait faire de la musique, c'était sa passion, mais qui n'avait pas vraiment le temps ni l'occasion d'avoir un professeur et d'étudier tranquillement de la musique. Donc cette musique, il l'a entendue et il l'a transcendée dans sa mémoire par les sons de la nature, de la Grèce, des tempêtes, des orages, des cigales, et par les sons des manifestants pendant la guerre, et des bombardements, et des balles traçantes, et de tout ça. Même des spectacles de son et de lumière. Donc il s'est construit cette musique qu'il ne pouvait pas écrire, ni apprendre, ni faire, uniquement par ses oreilles, en vivant autre chose à ce moment-là. Et là où les choses se sont vraiment mises en place, par chance et par hasard, c'est que quand il est arrivé à Paris en 1947, réfugié politique, sans papier, apatride et sans argent, il a appris que Le Corbusier, dont il n'avait jamais entendu parler, cherchait un ingénieur et que ça ne le dérangeait pas qu'il n'ait pas de papier, qu'il soit étranger. Donc il a été travailler chez Le Corbusier en pensant qu'il se serait un gagne-pain, puisqu'il avait son diplôme de Polytechnique avec lui, et que pendant ce temps-là, il ferait de la musique et que là, il construirait sa vie musicale. Or, comme ils avaient cette même passion, Le Corbusier et mon père, sur l'Antiquité grecque, les mathématiques liées à l'art, à l'architecture, et que pour lui, tout faisait un tout, pour Le Corbusier comme pour lui, il s'est mis à petit proposer non seulement les calculs pour que ça tienne, mais petit à petit des idées d'architecture, et en se rendant compte que finalement l'esprit de Le Corbusier, qui aimait jouer avec le modulor, les rythmes de façade, les rythmes d'architecture, il pouvait le faire très facilement avec ses capacités intellectuelles de formation mathématique, et qu'en même temps il pouvait, par exemple au couvent de la Tourette, c'est le premier exemple où il a vraiment participé de manière au niveau de l'architecture, où quand Le Corbusier lui a laissé un peu carte blanche pour organiser l'intérieur du couvent, il s'est mis à faire des rythmes avec le modulor de façade pour jouer en plus avec la lumière qui rentrait à l'intérieur du couvent de manière différente des façades symétriques et classiques. Et dans le même temps, il s'est mis à construire cette œuvre Métastasis en adaptant ces rythmes du modulor et de Fibonacci. Voilà, je l'ai dit. Je ne suis pas bonne en maths, il a voulu que je sois une grande mathématicienne, mais il n'a pas réussi. Et donc il a réussi à comprendre que l'architecture qui était construite avec des mathématiques pouvait s'adapter à sa musique, qui serait aussi capable d'être construite par des mathématiques, tout en rajoutant la dimension humaine et émotionnelle qu'il voulait mettre dans cette musique. Mais vous avez parlé donc de ce traumatisme, et puis bon, l'histoire évidemment le démontre très bien, mais cette réserve, ou disons réserve à exprimer des émotions, mais ceci se passait par l'outil presque, qui était les mathématiques et la musique. Et puis vous avez contrasté ça avec Louise Bourgeois, qui au contraire en parlait. Est-ce que vous pensez que que la musique
disons, serait un vecteur plus personnel, plus facile pour transmettre des émotions que, justement, comme Louise Bourgeois, par l'art plastique. Enfin, est-ce qu'il y a... Non, je pense qu'au contraire, la musique, elle est beaucoup plus proche de l'abstraction, de l'esprit abstrait, Oui. et elle est déjà mathématique en elle-même. Oui. Alors que l'art, à moins de faire de l'art avec des mathématiques qui deviennent géométriques, ou maintenant avec les ordinateurs, ça c'est une autre question, elle est beaucoup plus intellectuelle dès le départ, la musique. Et donc elle favorise cette possibilité d'avoir une pensée à la fois dans l'émotion et dans les mathématiques et dans la construction architecturale du son. Alors que dans l'art, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ça m'effraie toujours autant quand je suis dans mon atelier. Il faut démarrer avec rien. La couleur, elle est dans des pots, elle ne parle pas, elle n'a pas de construction possible. Le ciment, il est dans des sacs de ciment, c'est de la poussière. Et à partir de poussière et de liquide de couleur, il faut construire un univers qui ait un sens et qui soit... Alors que dans le cas des mathématiques, il y a un support. Il y a un support, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez jamais essayé de faire de la triche. musique vous-même? Non, moi je ne peux pas marcher sur les plates-bandes de mon père. Mais donc lui, dans ce que vous exprimez, c'est totalement intriqué, quoi. C'est quelque chose de simultané. Oui. C'est pas successif. C'est non. pas de la musique à l'architecture. C'est vraiment architecture, mathématiques et musique. Et nature. Et nature. C'était le modèle de l'Antiquité grecque. Il disait toujours qu'il avait l'impression qu'il était né 25 siècles trop tard. Et parce que pour lui, le modèle de l'intelligence et le modèle humain auquel il s'identifiait, c'était le modèle de l'Antiquité où la science, l'art, la nature et les mathématiques étaient ensemble, liés. Il n'y avait pas de cloisonnement, comme aujourd'hui. Non, justement, mais il a au fond réussi à les lier. Donc il s'est projeté de 25 siècles avant au 21e siècle. C'était un présocratique contemporain. Voilà. Ouais. Mais donc, dans cette construction, parce que vous avez dans le livre quand même un rapport à enfin, chez lui, enfin, vous faites une interprétation finalement un peu psychanalytique. Enfin, je sais pas, c'est-à-dire vous avez un rapport à la psychanalyse. Enfin, on a l'impression que c'est aussi une manière de traiter le réel de la mort, de l'impossible à supporter, de la guerre, de la destruction, qui est tout à fait à la base de cette construction, justement. Enfin, c'est une métamorphose de la destruction vers la construction, de la mort vers autre chose. C'est toujours ce que j'ai ressenti en le voyant vivre, où en privé, il donnait un personnage différent de celui de l'homme public. Et en privé, c'est vrai que c'était un homme qui était très souvent pris dans ses pensées douloureuses. Il pensait beaucoup à sa mère qui était morte quand il avait 5 ans. Il me parlait souvent du temps qui passe, inexorablement, et qu'il fallait que je me dépêche d'accomplir ma vie. Moi, j'avais 7-8 ans et je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Il me disait que le bonheur, ça n'existait pas et qu'on était seul toute sa vie et qu'on était une météorite et qu'il fallait s'accomplir et qu'il fallait que je comprenne ça tout de suite. Et c'était un personnage antique de tragédie. Et j'ai toujours eu la sensation que sa musique lui permettait de lutter contre le temps qui passe, qu'il arrêtait le temps grâce aux différentes secondes de musique qu'il construisait dans ses partitions, et que il passait son temps à lutter contre la mort, jusqu'à ce qu'elle la rattrape, grâce à sa musique. Alors c'est peut-être une interprétation, les musicologues parfois se trouvent que j'exagère, mais puisque c'est signé que par moi, ça va. C'est une interprétation, mais c'est aussi ce qu'il écrit. Ça m'avait frappé, son texte dont vous mettez la première page sur Varèse,
Edgar Varèse, il critique la musique sérielle et il dit, au fond, faisant porter ça à Messiaen, enfin, il parle de la réintroduction du temps dans la musique sérielle, enfin, qu'il y a une évacuation du temps, de la temporalité. Finalement, lui, il dit la réintroduction de la durée dans... donc, effectivement, il y a un rapport au temps dans la musique qui est très importante chez pour lui. lui, très importante. Et c'est Messiaen, effectivement, qui lui avait transmis ces choses-là, en lui faisant étudier les rythmes dans différentes cultures musicales, comme les musiques hindoues, japonaises, balinaises, et extra-européennes. Donc il le sortait déjà de la musique qui était jouée à l'époque en France, et où c'était un petit milieu quand même assez fermé sur lui-même. Donc lui, il était déjà, comme il était déjà un étranger, un métèque, de toute façon, qui venait d'une autre culture, là, tout d'un coup, Messiaen lui apportait d'autres cultures extra-européennes dont il se nourrissait parce qu'il voulait être partout dans le monde et se nourrir de tout ce que les cultures différentes de toutes les époques avaient pu découvrir dans la musique. Peut-être, pour reprendre ce que tu disais en termes d'imbrication forte entre mathématiques, musique, architecture, donc cette question du temps qui organise, en fait, elle est imbriquée avec l'espace, justement, architectural. Oui, bien sûr. Et en fait, vous parlez de ce modulor. En fait, c'est une manière de remettre un rythme, donc du temps, dans de l'espace, en fait, dans les façades. Ah oui, il a toujours... pour lui, c'était l'architecture, la musique. D'ailleurs, il citait Goethe qui disait que l'architecture est une musique statique. Et dans son propre travail, une fois qu'il a travaillé sur le modulor dans le couvent de la Tourette, qui lui a permis d'aboutir à cette œuvre Métastasis qu'il a créée en 1953, quand Le Corbusier lui a proposé de concevoir complètement le pavillon Philips à Bruxelles en 1958, petit à petit, on voit dans ses archives que ces partitions graphiques, parce qu'au départ, comme ça... Sa pensée n'était pas musicalement retranscriptible. Oui. Classiquement, oui. Il fallait qu'il passe par des schémas justement dans le temps, dans l'espace, pour mettre les masses sonores des violons, les masses sonores des instruments. Donc c'était des dessins graphiques comme ça de masses et de paraboloïdes qui formaient des architectures dans l'espace et dans le temps. Et après, il les retranscrivait en notes pour que les instrumentistes puissent les jouer. Mais quand il a conçu le pavillon Philips, il a repris ces partitions graphiques qu'il avait faites pour Métastasis, et il les a transposées dans l'espace. Et il en a fait une architecture qui ressemble complètement à ces partitions. Qui s'imbrique à l'espace, voilà. Qui se matérialise. Je dois dire que puisque le thème... Le principe de ces émissions, c'est les énigmes partagées, c'est-à-dire que nous avons des questions entre neurosciences et psychanalyse autour de la plasticité, et qui est, au fond, est de la trace. Et c'est très troublant ce que vous dites, parce que ça fait apparaître les choses de manière beaucoup plus claire, puisque la plasticité, c'est le fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Mais la plasticité, c'est aussi une théorie du temps, c'est-à-dire de l'inscription du temps dans la forme. Et que c'est aussi comme ça que, d'ailleurs, Hegel avait pensé la plasticité. La plasticité a aussi une histoire très antique, aussi, du même monde où vivait votre père. Hein, c'est-à-dire que le rapport du temps à la forme qui est en jeu, la métaphore plastique, si vous voulez, la conception freudienne, c'est une métaphore d'inscription, inconscient, préconscient, conscient, des inscriptions, des écritures, des réécritures. Alors que le paradigme de la plasticité qui vient de tout le développement récent des neurosciences, c'est une théorie de la forme plutôt, c'est-à-dire de quelque chose qui prend l'empreinte du temps. Et bon, là, vous le formulez très bien à partir de la quête de votre père, parce que finalement, le lien avec l'architecture est beaucoup plus essentiel que ce que j'avais compris en vous lisant, quoi. C'est ça qui noue les choses, c'est le lien à l'architecture. C'est l'inscription du temps dans l'espace. Dans l'espace. Quelque part. Et que je trouve ça vraiment, ça me frappe, parce que la difficulté de concevoir
art et science, alors art, ça peut être musique, art plastique, c'est que finalement ces domaines restent l'un à côté de l'autre. Et en fait, le travail de votre père, comme ça a déjà été dit, c'est une synthèse, vraiment un lien organique entre art, science, enfin musique, mathématiques, architecture. Et puis peut-être que le nœud de tout ça, c'est de trouver une sorte d'inscription spatiale du temps, quelque part. Et c'est peut-être par là qu'il faut passer dans les efforts de lier art-science, c'est de prendre ces deux dimensions et de les mettre dans quelque chose de nouveau, dans une création. Je pense que le troisième élément fondamental qui a construit aussi son œuvre, c'est la nature qui était aussi présente dans l'Antiquité. Parce que quand je le voyais en Corse, à l'aube, accroupi devant les toiles d'araignées, qui sont des pavillons Philips, parce que les araignées corses ne font pas des toiles plates, mais font des cônes successifs, des pièges à proie, qui se rejoignent et qui sont faits de lignes droites qui se courbent et courbent, de paraboloïdes, exactement comme les dessins qu'il a fait au Polytope. Ça, c'était évident, enfin, même si c'était inconscient et que tout ça se construisait aussi de manière inconsciente chez lui. Moi, il ne m'a jamais dit, regarde, les toiles d'araignée, c'est des pavillons Philips. Il ne m'a jamais dit ça. Mais pour moi, encore une fois, j'interprète. Et quand je vois ces toiles d'araignée encore aujourd'hui, je suis surprise de voir à quel point. Et pour lui, la nature était fondamentale et il avait besoin de se ressourcer dans cette nature. Et donc la nature nous apprend aussi et fait un lien entre les sciences et l'art. Parce qu'elle est bien meilleure artiste que beaucoup d'entre nous artistes. Et en même temps, elle est construite, la nature, sur des phénomènes qui sont scientifiques. Il y a une... je suis fasciné par ce lien à espace et temps. Je me disais, est-ce que... enfin, je n'ai pas retrouvé dans le livre cet aspect-là, mais il y a un domaine qui relie espace, temps et nature, ce sont les fractales. Donc ces structures que l'on retrouve à tous les niveaux de résolution. Donc il y a un rythme, il y a une forme, et en fait c'est souvent le cas, on le trouve dans des productions de la nature. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait intéressé votre père. Si, ça l'intéressait, et il avait beaucoup de livres là-dessus, mais je ne sais pas s'il les a utilisés. Je ne suis pas très scientifique, hein. C'est les musicologues qui savent mieux que moi ces choses-là. Non, mais bon, c'est un point de rencontre très intéressant parce que si on veut art et science, qui est un des axes de préoccupation d'Agalma, c'est très difficile à penser. Il faut trouver des cas art et science qui sont à l'intersection des deux domaines dans un rapport de nécessité, pas un truc culturel surajouté ou un produit. Et là, on se dit, mais on va peut-être pouvoir changer de sujet, mais on se dit, en écoutant les questions de Pierre Magistretti, on peut se dire, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est les réseaux neuronaux, l'association synchronique des traces, les réassociations synchronistes des traces, les assemblées de neurones, qui finalement sont un peu ces toiles d'araignée. Enfin, il y a quelque chose où l'expérience laisse une trace temporelle dans la forme qui est vraiment au centre de la préoccupation. Des gens comme Boutzaki qui étudient les rythmes cérébraux et des choses comme ça. Je comprends bien la question que tu poses, enfin, à partir de là, c'est-à-dire cette rencontre entre le temps, la forme et la nature. Bon, si on veut continuer encore sur cette piste, parce que c'est vraiment... Non, mais c'est vrai qu'il avait énormément de livres dans sa bibliothèque de sciences. Il était très érudit dans beaucoup de domaines et ça le passionnait. Il s'en nourrissait pour son propre travail. Justement, il s'en nourrissait pour son propre travail. Donc vous, est-ce que vous êtes nourri par son propre travail? À travers mon père, j'aurais dit la même phrase, parce que c'est aussi mon propre univers que je questionne aujourd'hui. C'est-à-dire, ça a bouleversé, c'est le père bouleversant, c'est le père qui bouleverse votre trajet d'artiste? Bah oui, forcément. C'est compliqué, non, c'est... Moi, je me rends compte que il a voulu que son grand espoir, c'était, il disait toujours que je serais une plus grande
une grande mathématicienne et que je le dépasserais, parce que lui, il n'avait pas eu le temps de vraiment se plonger dans les mathématiques, alors qu'il était quand même assez érudit, et que moi, il fallait que je dépasse ça et que je m'accomplisse dans les mathématiques. Et donc, si bien qu'il m'apprenait les mathématiques quand j'étais petite fille, à 7 ans, il m'a appris le système binaire, donc il était très fier, j'y arrivais. Mon fils, qui est devenu depuis un matheux sans problème, m'a expliqué que c'était la moindre des choses de savoir calculer en système binaire et que c'était pas, j'avais pas besoin d'être fière. Bon, voilà. Mais après, mon père insistait tellement pour que j'apprenne, et il avait une méthode pédagogique tellement bizarre où il utilisait la même méthode pour lui que pour moi, c'est-à-dire que plus tu y arrives, plus tu continues. Mais au bout d'un moment, moi, j'y arrivais plus, je voulais m'arrêter, je voulais jouer, je voulais me reposer. Et ça, c'était pas possible, il ne comprenait pas. Donc à la fin, je m'endormais parce que c'était le seul moyen pour moi de m'enfuir. Et après, j'ai fait un espèce de blocage où j'ai plus rien compris aux mathématiques. Mais donc, j'ai pas suivi ses conseils. Et donc, pour mon propre parcours, effectivement, c'était compliqué parce que plus je grandissais, alors qu'on était dans une complicité et un échange permanent, quand j'étais très petite fille, adolescente et tout ça, quand j'ai commencé à comprendre que moi, je ne serais pas capable de faire ce qu'il voulait que je fasse, mais que j'étais préoccupée par le fait que je voulais dessiner, par la peinture à l'époque, que j'étais préoccupée par la présence humaine, le mystère de la présence humaine, ce qui m'a amenée au théâtre, à faire des décors de théâtre. Et donc, mes goûts s'éloignaient des siens. Et il ne comprenait pas, et il prenait ça vraiment comme une trahison. C'était toujours le personnage grec qui et je le trahissais, voilà, c'était très grave. Et je ne comprenais pas pourquoi il le vivait si mal, que je m'échappe de ses pensées et que je m'accomplisse dans mes propres domaines. Et ça a été pour moi très douloureux de voir qu'il ne m'accompagnait plus à un moment donné dans mes choix, et que même il les réprouvait et qu'il trouvait que c'était dommage, que c'était du gâchis. Donc à partir de là, il a fallu que je me construise comme je pouvais. En plus, il ne voulait pas que je fasse les beaux-arts parce qu'il disait que les écoles, ça ne servait à rien et qu'il fallait que je fasse des études scientifiques. Donc comme j'en étais absolument incapable et que j'en avais pas du tout envie, j'ai fini par lui proposer de faire des études d'architecture en me disant il ne va pas me dire que c'est idiot puisqu'il était architecte. Donc effectivement, il n'a pas dit que c'était idiot, mais je me suis ennuyée, quoi. Enfin, heureusement, j'avais un très bon professeur, Paul Viridio, à qui j'ai expliqué ma situation et qui a été formidable. Mais donc, j'ai pas pu vraiment faire le parcours comme j'aurais pu le faire. En même temps, rétrospectivement, je me dis qu'avec un père comme ça, on ne peut pas faire un parcours normal. Mais donc, j'ai dû me construire en autodidacte avec mon instinct, puisque je n'avais pas les maths comme soutien, et donc aller vers les choses qui me paraissaient me nourrir et être de ma famille pour construire une famille autour de moi, des choses et des gens qui faisaient des choses qui m'intéressaient dans l'art, et de pouvoir après leur répondre avec ce que je pouvais faire moi. Donc c'est passé par des tas de gens de toutes les époques. J'ai beaucoup parlé avec la dentelière de Vermeer, avec laquelle je me suis beaucoup identifiée, parce qu'elle était là en train de chercher quelque chose avec ses tissus de couleurs. Et Rembrandt, et Velázquez, et Bacon, et Giacometti. Donc tout ça, ça n'intéressait pas mon père. Et il me disait, mais quand est-ce que tu vas faire de la peinture abstraite ? C'est ça. Et tout ça va vers les folles d'enfer, puisqu'on s'est rencontrés aussi autour d'une exposition à la salle Pétrière. Oui. Des folles d'enfer qui surgissent. Comment alors de cette affaire ? Justement, ça faisait un moment que je faisais des sculptures. Pour moi, elles sont en plus très liées à... Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, mais rétrospectivement, je me rends compte que même si, sans le vouloir, j'ai désobéi à mon père, j'ai en même temps suivi ses traces, pour moi, ces sculptures totémiques, quand elles sont rassemblées ensemble, elles sont en ciment, elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de jambes. C'est des présences humaines de différentes tailles qui nous regardent avec un visage fait uniquement par le regard, qui tente de nous
nous capter notre regard. Et finalement, quand on les rassemble, c'est un cœur grec, c'est le cœur grec. Surtout que, comme je travaille avec des empreintes pour faire le corps des sculptures, c'est avec du carton ondulé. Donc, par hasard, je suis retombée sur les colonnes grecques. Donc, c'est inconscient tout ça. Je ne me suis pas dit, ah, je vais faire plaisir à mon petit papa et je vais faire des colonnes grecques. Mais tout d'un coup, j'ai eu des colonnes grecques dans mon atelier et un cœur grec. Et donc, je faisais ces sculptures. Et quand on m'a invitée à faire une exposition dans la chapelle de la Salpêtrière, comme j'aime bien m'inspirer du lieu dans lequel je suis pour faire quelque chose lié à ce lieu, j'ai voulu savoir quelle était l'histoire de la Salpêtrière et j'ai découvert que sous Louis XIV, c'était le plus grand lieu d'enfermement des femmes dont la société voulait se débarrasser. Donc c'était au départ les mendiantes, les pauvres, les criminels, puis petit à petit c'est devenu les prostituées et les épileptiques, les grosses, les protestantes, les juives, enfin c'est une espèce de liste à la Prévert de toutes les femmes qui ne plaisaient pas à la société. Et elles ont été rassemblées dans cet endroit, plus de 8000 ensemble, et elles vivaient dans des conditions terribles. Et la chapelle était faite pour leur inculquer la foi chrétienne et les aider à sortir de cette folie. Et il y avait énormément de folles et il y avait toutes les femmes folles étaient enfermées aussi à la Salpêtrière, mélangées aux autres. Et donc quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit que c'était pas très connu, qu'il fallait en parler, qu'il fallait que je les fasse revivre, les réincarner par mes sculptures. Et donc j'ai fait le maximum de sculptures que j'ai pu faire dans le temps qui m'était imparti. Et j'ai dû en faire 260, qui étaient rassemblées en pyramide dans le centre de la chapelle. Et j'ai écrit ce livre en même temps, Les Folles d'Enfer, basé sur les archives de l'assistance publique. Est-ce que les matériaux que vous utilisez pour ces sculptures, comment vous les choisissez et pour transmettre quoi en fait Ça part du visage et du regard. Il faut que la vie vienne par le regard. Une fois que le regard est là et qu'elle prend vie, je fiche la tête qui est très, très simple. Enfin, il n'y a pas Elle est très archaïque, encore une fois, comme les sculptures cycladiques. Oui. Il n'y a pas d'époque, il n'y a pas d'ornement. C'est uniquement la présence humaine, à l'état premier, que je veux montrer. Et sa fragilité, sa force, son inquiétude, toutes les expressions qu'un visage peut exprimer. Par ce ciment, qui est au départ une espèce de poudre informe et morte, que je dois faire vivre avec l'eau et qui tout d'un coup prend vie avec le regard. Et après, comme c'est le regard qui compte, je l'installe sur un corps qui doit tenir debout. Reste le regard quoi, qui est là. Oui. Enfin, c'est le regard. Vous sculptez le regard. Voilà. Non, parce qu'on peut se dire qui sont ces folles d'enfer, enfin, parce que... Vous voulez dire que c'est moi? C'est ça que vous voulez dire? Non, je me disais que par rapport à votre livre, à la façon de présenter toujours la référence à la Grèce, on peut se dire, est-ce qu'on aurait pu mettre Antigone parmi les folles? Parce que, au fond, Antigone, c'est comme ça que finit votre livre. Vous accompagnez votre père jusqu'au bout. Enfin, c'est une figure d'Antigone, enfin, de rester... excusez mon côté sauvage, mais enfin, tout à coup, je me dis, quand vous dites, je reste toujours avec la même phrase, c'est aussi mon propre univers que je questionne. C'est une question quand même, cette présence d'Antigone. Antigone est présente avec votre père dans la sculpture, avec Louise Bourgeois, enfin, et puis peut-être jusque au fond le cœur d'Antigone dans les folles d'enfer. Enfin, Antigone, c'est une figure féminine qui m'a toujours accompagnée dans ma vie, et même avant que je fasse cette Antigone pour finir ce livre. Pour moi, elle représentait vraiment le courage
de désobéir à la loi des hommes, parce que l'important c'est d'enterrer ses morts. Et que si on n'enterre pas ses morts, on ne peut pas vivre. Et j'ai pensé, j'ai eu plusieurs phases avec Antigone, j'ai eu plusieurs aventures avec Antigone. La première, c'était avant ma rencontre avec Louise Bourgeois, où je pensais à elle quand j'étais dans cette période où j'étais à New York pendant 2 ans, où je voulais m'éloigner justement de mes parents parce qu'il fallait que je trouve une solution pour me trouver moi, sans leur regard et sans leur jugement. Donc Antigone était là et donc et tout d'un coup je me suis dit voilà, je pense à elle parce qu'elle me dit qu'il faut enterrer ses morts et que mon père n'a jamais enterré ses morts, il n'a jamais enterré sa mère, il n'a jamais enterré ses camarades de résistance et quelque part il me fait vivre avec ses morts. Et pour qu'on s'en sorte tous les deux, il faut que j'enterre les morts de mon père. Bon, j'étais un peu timbrée, mais je découvrais la psychanalyse et ça me paraissait d'une évidence absolue. Et puis, quelques temps plus tard, donc j'ai rencontré Louise Bourgeois, je suis partie sur une autre planète avec elle. Et quand on s'est retrouvés, une fois que j'étais rentrée en France quelques années plus tard, pour écrire ce livre ensemble sur son travail, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est aller au lycée Fénelon et retrouver la sculpture d'Oedipe et d'Antigone. Je me suis dit, mais c'est un traquenard. Comment est-ce qu'elle le sait? Comment c'est possible qu'elle me ramène à Antigone et à Oedipe? Et effectivement, pour elle, ça avait une histoire très importante. C'était la sculpture qu'elle voyait, petite fille, chaque jour en montant. Et en même temps, ça lui faisait penser évidemment à elle et à son père. Et elle a fait plein de choses dans son œuvre par rapport à Oedipe et Antigone. Et elle m'a beaucoup parlé de ses interprétations d'Oedipe et d'Antigone. Ce qui me paraissait fascinant, parce que moi aussi, évidemment, Oedipe, puisqu'Antigone accompagnait Oedipe, Oedipe, c'était un père grec et c'était mon père. En plus, Oedipe, il s'était aveuglé, mon père avait perdu un œil, et mon père me demandait souvent soit de lui trouver son œil qu'il avait perdu dans la maison, soit de chercher les poissons en Corse pour aller pêcher. Donc, c'était évident que je pouvais m'identifier à Antigone. Et donc, c'était la deuxième rencontre avec Antigone. Et puis, à la fin de ce livre, de la rédaction de ce livre, j'étais en Corse, là où je passais mes étés avec mes parents, petite fille, et je repensais à nouveau à Antigone. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais non, ça ne va pas du tout, parce que j'avais relu à nouveau Antigone de Sophocle, et tout d'un coup, comme j'étais devenue de plus en plus féministe avec le temps, et puis avec mes filles qui grandissaient, et le fait d'avoir des filles, et même un fils, m'a permis de positionner autrement ma question sur le féminisme, sans qu'il soit hystérique, bien entendu. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est une erreur. Antigone, finalement, elle n'obéit à son père et elle ne s'occupe de son père que quand il le lui demande et quand il ne cherche qu'à vouloir mourir et trouver un lieu pour mourir. Mais il ne cherche pas une vraie relation avec elle. Il veut juste l'utiliser pour l'accompagner jusqu'à sa mort. Elle le fait. Et son frère, qui est orgueilleux et vaniteux, veut juste que, comme il sait que s'il meurt en tuant son frère, Créon ne l'enterrera pas, il veut juste que sa sœur sacrifie sa propre vie pour l'enterrer. Et elle obéit, alors qu'elle est amoureuse, qu'elle est pleine de vie et qu'elle n'a pas du tout envie. Donc finalement, ça ne va pas du tout, cette histoire. Et Antigone, c'est peut-être formidable ce qu'elle a fait, mais en même temps, il faut la sortir de la loi de ces hommes qui lui imposent des choses qui la tuent. Donc, puisque je fais de la sculpture et que la sculpture peut créer de la vie et peut créer de la magie, je vais la faire sortir, je vais lui proposer un nouveau destin, je vais la mettre seule, sans homme, face à la mer, la beauté du monde, et là, elle pourra avoir le choix de décider si elle veut vivre ou non. Et en rentrant à Paris, une fois que j'avais fait mon Antigone, qui, dans le livre, je raconte, parce que c'était incroyable, une fois que comme le suivant, c'est quand même difficile à faire. À un moment, j'étais impatiente de voir comment elle était, donc je me suis approchée d'elle, j'ai enlevé les cartons ondulés, c'était encore mou,
Et elle m'est tombée dessus, j'arrivais plus à me lever. Enfin, il y a eu un combat entre Antigone et moi. J'étais pleine de sang, j'appelais au secours, personne ne m'entendait. C'était une expérience terrible. Elle a résisté quand même à ce que je lui proposais. Et finalement, j'ai réussi à l'installer là où je voulais. À l'installer, elle était calme, elle avait l'air apaisée et elle regardait la mer. Et j'ai fait une photo d'elle de dos regardant la mer. Et en rentrant à Paris, quand j'ai vu la photo, j'ai été prise d'une grande émotion parce que je me suis rendu compte que mon père, qui voulait, comme tous les Grecs de l'Antiquité, quelque chose avec ses cendres, que ses cendres soient dispersées dans la Méditerranée. Et on avait dispersé ses cendres dans le golfe que Antigone était en train de regarder. Et donc maintenant, la pauvre Antigone, je l'avais libérée, mais en même temps, elle était en train de veiller sur les cendres de mon père. En même temps, moi, je pouvais vivre ma vie. Oui. Mais c'était pas bien, je l'ai utilisé. Ah oui. Bon, c'est magnifique. En fait, à la recherche d'une Antigone qui choisit la vie, quoi. Voilà, je voulais lui proposer de vivre, mais je pense qu'elle est contente. Il faut faire une sculpture qui surveille les sépultures et les morts, quoi, pour arriver à... Oui, j'avais pas compris la complexité de ce que j'étais en train de faire. Et c'est ça la magie de l'art. C'est qu'on croit qu'on va vers une direction, puis une fois qu'elle est faite, on comprend qu'on a fait aussi autre chose. Oui, on est dépassé. On est dépassé. Mais oui, comme dans la science, dans une certaine mesure. Oui, aussi. On traite un réel et on produit plus loin. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de ces 45 minutes. C'est fou ce que ça passe vite.